réinventer en fait l'écriture d'un opéra sérieux en français. Et il va notamment essayer de réformer ce qui rendait, à son avis, la tragédie lyrique pesante. C'est-à-dire qu'il va redonner davantage un tour musical, beaucoup plus musical en tout cas que ce qu'on entendait auparavant chez Lully et chez Rameau. Et puis il va, je n'ai pas dit que dans ces grands opéras français, on avait en général un prologue qui était essentiellement destiné à faire la louange du roi. Donc ça, on supprime. On va réduire l'action. Généralement, ces grands opéras français étaient en 5 actes. On va réduire l'action en 3 actes. Et donc, ça va être resserré. Il va y avoir un rôle beaucoup plus important du chœur, par exemple. Et puis, une façon de traiter la mélodie et de traiter le chant de façon qui se rapproche, qui est le début, en fait, de l'écriture classique. Je vais vous faire entendre un petit extrait d'Alceste. C'est la première œuvre, c'est l'œuvre dans laquelle il a écrit une préface pour cette œuvre, dans laquelle il définit en fait ce qu'il veut faire pour l'opéra français. Et on va revenir à Alceste. Le problème de ces Italiens, c'est que pour la musique française, ils étaient vraiment très envahissants.
rester avec Gluck. Je voudrais qu'on revienne à notre Orphée Eurydice de tout à l'heure. C'est quand même intéressant de signaler l'utilisation le renvoi à la gestique baroque, qui est vraiment transposé de la gestique de Bob Wilson. Donc on a comme tout à l'heure sur la danse hip-hop qui renvoie à la danse baroque, on a le même renvoi ici sur la gestique. C'est vrai, en même temps, Bob Wilson a une gestique qui est très très particulière, c'est-à-dire que à peu près dans tous les opéras qu'il a mis en scène, il y a effectivement une volonté par exemple, d'inversion de la marche. Très souvent, vous avez des mises en scène avec des personnages qui marchent à reculons. Vous avez la volonté aussi d'avoir des positions figées, c'est-à-dire un personnage qui traverse la scène, par exemple, un petit peu à l'égyptienne, c'est-à-dire le profil. Et toujours, ça doit être d'ailleurs assez difficile pour les chanteurs de réussir à faire l'effort qu'il faut pour l'effort vocal qui est quand même assez important à l'opéra. Il faut imaginer qu'on chante devant une salle de 2400, 2500, 2800 places. Et donc ces positions peuvent être, je pense, assez contraignantes pour les chanteurs. Et effectivement, j'ai vu plusieurs mises en scène de lui. À Paris, on en a vu pas mal, on a vu La Flûte enchantée. Il y a une très très belle mise en scène qui est redonnée assez régulièrement d'un opéra de Puccini, Madame Butterfly. Et on a vu il y a quelques années, à mon avis, un peu moins réussi, une tétralogie de Wagner. Mais toujours, il utilise ces mêmes techniques, ces mêmes couleurs. Et il y a des volontés d'opérer des changements de couleurs brutaux, par exemple. On verra ça, je vous montrerai la semaine prochaine un Freischütz, par exemple, qu'il a mis en scène. Je voudrais vous montrer donc un autre opéra de Gluck. Il s'agit d'Orphée et d'Eurydice. J'aimerais bien arriver à vous montrer deux mises en scène différentes. Une mise en scène très marquée par une esthétique, comment dirais-je, actuelle, enfin, où on essaye de transposer vraiment l'œuvre dans l'époque actuelle, c'est-à-dire on est à l'hôpital, Orphée se retrouve dans une camisole, et puis le mettre en regard avec une mise en scène où les personnages sont doublés, à la fois dansés et chantés, dans la très très belle mise en scène qui a été présentée à la fois en Allemagne et à l'Opéra de Paris de Pina Bausch. On va commencer par la mise en scène allemande. Ceci dit, Pina Bausch, c'est aussi une mise en scène allemande. Je vais vous montrer la première mort d'Eurydice dans la version allemande. Là, l'opéra est chanté en italien. C'est un opéra dont on connaît des extraits en français parce qu'il a été transposé ensuite par Gluck en français. La version originale est en italien. De la lyre à la guitare.
Je vais vous montrer maintenant l'autre mise en scène. C'est le moment de la remontée des enfers, c'est le moment où Orphée perd à nouveau Eurydice. Je voudrais quand même vous parler un petit peu de Mozart. Et je voudrais vous montrer deux mises en scène très très différentes d'un extrait de Don Juan de Mozart. Je vais vous montrer une mise en scène très ancienne, enfin un film des années 50, une mise en scène qui est dirigée par Wilhelm Furtwängler.
Récitatif. Vous faire entendre aussi quand l'orchestre va commencer. Écoutez l'orchestre et vous allez voir la différence avec une interprétation plus récente. Maintenant, je vais vous montrer exactement la même scène dans une mise en scène qui a été présentée à Aix il y a quelques années, réalisée par Peter Brook. Le vado appresso, la prendo per la mano, un mi vuole. Dico poche parole e la mi piglia, sai per chi? Non lo so, per l'amorezzo. Per me perde, va bene. Per la manessa allora mi prende, ancora meglio. Carezza, mi l'abbraccia. C'est très caractéristique de Mozart, cette façon de mélanger les genres. C'est-à-dire qu'on est dans une scène quasiment burlesque. Là, Don Juan était en train d'expliquer à l'époque les îles de sa femme. Et ensuite, on est dans une situation à la fois tragique, l'apparition du spectre, en fait, du commandeur qui a été assassiné par les très intéressante de Mozart à son père, où il explique comment il essaye d'avoir cet effet de la voix du spectre qui dit en très très peu de temps attention, tu vas regretter ce qui se passe parce que tu as fait. Bientôt tu ne riras plus. Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Il commendatore. Questa statua
trasse al passo estremo qui attendo la vendetta. Udiste? Io tremo. Oh, vecchio buffonissimo. Digli che questa sera attendo a cena meco. Zia, mi pare. Tu devi mirare. Che terribili occhiate ci dà. Arrivo, ma che senta e che voglia parlare. Suona. Oh, qui ammazza, poi gli seppellisco. Partiamo, signore, ora ubbidisco. Et l'orchestre là est beaucoup plus réduit, il y a beaucoup moins de cordes. La sonorité est totalement différente. Non posso terminare. Finiscila, al petto, metto questa ciar, ti metto questa ciar, e piccio che capriccio, su che spassetto, io se corrigerar, voglio far tremar, voglio far tremar. Bastardo gentilissimo, benché di marmo siate, ammetto, adorarmi, dirà, che seguita a guardare, che seguita a guardare. Fuori, no, non lo attendete, attendete. Si on peut continuer un tout petit peu. Oui. J'aurais voulu vous faire entendre un tout petit air de la flûte enchantée que vous connaissez par cœur. Non, non, faites écouter. C'est un air qui m'intéresse, cet air de la flûte enchantée. Donc vous savez que Mozart en fait invente l'opéra allemand, c'est-à-dire qu'il est le premier à écrire un opéra donc dans la langue. Jusqu'à présent, on écrivait uniquement, comme il le fait là d'ailleurs, des opéras en italien et des opéras en français. L'exception anglaise qu'on a vue tout à l'heure reste quand même une exception. Et Mozart est un des premiers à avoir l'idée d'écrire dans sa langue. Alors donc cet extrait de la flûte enchantée, moi il m'intéresse beaucoup parce que quand vous faites écouter cet extrait-là, là on va malheureusement voir l'image. Mais la plupart du temps, c'est un air qui est complètement conventionnel. Et donc il exprime quelque chose sous la forme d'une convention qui, de nos jours, pour la plupart des gens, est incompréhensible. C'est-à-dire que si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas l'action de la flûte enchantée, je pense qu'à la simple écoute, vous ne pouvez pas imaginer ce que Mozart exprime. Ces fameux airs de la Reine de la Nuit. Le deuxième.
de Sey, c'est un type de chanteuse évidemment, qui a hérité en fait de l'art d'une Maria Callas, c'est-à-dire qui vit sur scène, qui n'est pas simplement, il y a beaucoup de chanteurs jusqu'à l'époque Callas qui avancent sur scène, qui se posent sur scène, qui poussent leur air, qui s'en vont. Et là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure-là, et il y a en fait, c'est une nouvelle façon de concevoir la mise en scène d'opéra depuis une vingtaine d'années à peu près. Bon, je crois que je suis un petit peu obligé de m'arrêter là. Je voudrais quand même vous poser une question. Pour la semaine prochaine, j'ai plusieurs choix possibles. C'est-à-dire que je peux soit m'attarder sur le 19e siècle. C'est vrai que quand on parle de Wagner, quand on parle même de l'opéra italien, il y a vraiment beaucoup à dire. J'aimerais aussi vous montrer, par exemple, ce que devient Orphée entre les mains d'Offenbach, par exemple. Et puis, il y a donc l'autre option, c'est de m'attarder aussi sur le XXe siècle, c'est-à-dire que, en général, c'est une écriture pour le public beaucoup plus difficile, mais c'est peut-être aussi l'occasion pour moi de vous montrer différentes façons qu'ont eu les compositeurs du XXe siècle d'aborder l'opéra. Et on a vraiment des choses très très différentes, par exemple, entre un Schoenberg, enfin je vais plutôt choisir Berg, d'ailleurs c'est plus, je dirais, théâtral, entre un Berg, entre un Stravinsky, entre un Ligeti. Donc ça peut être très très intéressant de voir même un Richard Strauss qui garde lui une écriture très post-romantique. C'est assez intéressant de voir ces différents langages. Alors c'est un peu à vous de me dire ce que vous préférez en fait. Est-ce que cet aspect-là de l'opéra vous intéresse, ou est-ce que vous préférez qu'on reste sur des choses peut-être plus connues? Parce qu'au fond... La question, c'est effectivement le temps, parce que quand je pense à tout ce que j'aurais eu envie de vous raconter. Alors, est-ce que vous trouvez que les extraits sont trop longs? Est-ce que... Non. Et c'est pas mal de nous montrer des choses qu'on connaît moins. Oui, après, bon, toutes ces choses sont souvent disponibles. Si vous le voulez, d'ailleurs, j'ai ici toutes les références des œuvres que je vous ai montrées, y compris des références que j'imaginais pouvoir vous montrer, je n'ai pas eu le temps de vous montrer. Je les ai communiquées d'ailleurs à la médiathèque, donc il y a un certain nombre de documents qui sont peut-être accessibles. Là, je vois qu'il y a beaucoup de documents qui concerneraient plutôt ce dont je vais parler la prochaine fois. Mais, voilà. Et puis, bon, c'est vrai que à la télévision, notamment, il ne se passe pas de semaine sans qu'il passe 2 ou 3 opéras, généralement à l'heure du matin. Mais il y a des moyens assez astucieux de les enregistrer. Il suffit de disposer la main. Cette nuit, il y a le dernier opéra qui a été donné en création à l'Opéra de Paris, donc il y a maintenant 2 ans. C'est un opéra de Bruno Mantovani sur l'écrivain soviétique Akhmatova. Donc c'est un opéra très tragique d'ailleurs, parce que cette femme a une vie particulièrement difficile. Mais bon, c'est une œuvre que je trouve personnellement un peu conventionnelle, mais pour quelqu'un qui a déjà une très très bonne connaissance de la musique du XXIe siècle et du XXe siècle. Donc je trouve qu'il n'a pas apporté énormément à l'écriture d'opéra. Il y a eu des choses plus étonnantes. J'ai d'ailleurs des choses plus étonnantes éventuellement à vous montrer. Voilà, mais écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci.